Au début de cet anime, nous rencontrerons le continent des Dadra, et ce continent est attaqué par le roi des ténèbres et son armée de monstres morts-vivants nés des ténèbres et de la magie noire. Alors, pour mettre fin à son règne de tyrannie, un brave chevalier nommé Yuri rassemble de puissantes forces de tout le pays pour former l'armée des volontaires et conduit ses soldats au château du roi des ténèbres. Sur le champ de bataille, la fille du défunt roi sacré nommé Juliana, dirige la garde sacrée aux côtés de ses chevaliers de confiance, Arès et Barky, face aux monstres positionnés à l'entrée du château et se préparant à avancer. Pendant ce temps, le général de l'armée noire, Irena, lance des explosions d'énergie sur l'armée des volontaires et domine la bataille. Le commandant de Juliana, nommé Hens, s'approche et la défie au combat direct. 4 puissants guerriers, connus sous le nom de disciples des 3 sages, affrontent un golem de terre et le détruisent avec leurs compétences. Le premier seigneur des tribus au bras nommé Shusa coupe alors ses ennemis avec précision et dirige ses troupes sous le commandement d'autres chefs tribaux pour éliminer les soldats morts-vivants. Pendant ce temps, Yuri conduit une équipe de 5 membres dans le château. L'équipe est composée de 5 personnes et leurs noms sont Funa, Pirika, Kane, Marina et Mashida. Ensemble, ils affrontent les monstres du trône et les vainquent grâce à leurs compétences. Après cela, Yuri pointe son épée sur le roi des ténèbres et déclare qu'il prendra sa tête pour libérer le continent des ténèbres. Il charge son épée de mana et charge en avant avec un coup explosif pour l'achever. Cependant, Yuri n'est absolument pas préparé à affronter cet ennemi final. Il croit qu'il peut gagner avec seulement son propre courage, mais le roi des ténèbres n'est pas impressionné par lui. Il traverse le nuage de poussière transportant Yuri vaincu. Il jette ensuite le héros de côté et se dirige vers Funa, lui demandant la chronique de la chaîne, un livre mystérieux ayant le pouvoir de changer l'avenir du monde. Funa refuse de remettre le livre. Le roi des ténèbres la frappe d'un coup violent. Pirika vole vers lui et tente de l'arrêter, mais il l'attrape d'une main et commence à l'écraser. Elle est le symbole de l'espoir, et en la tuant, il entend éliminer toute idée de résistance. Juliana arrive sur les lieux avec ses chevaliers et tire une flèche dans la main du roi des ténèbres. Il invoque de nouveaux soldats noirs pour les affronter et arrache le livre des mains de Funa. Le livre commence à briller et les deux tirent fort jusqu'à ce qu'il se brise en deux. Au moment où cela se produit, Pirika disparaît de ses mains et disparaît complètement. Le livre commence à libérer une énergie sombre qui recouvre toute la capitale sacrée, marquant la défaite de Yuri. Ses amis le sauvent du château et se retirent dans un camp loin du champ de bataille, où ils attendent qu'il reprenne conscience. Marina et Funa s'occupent de lui, tandis que la princesse Juliana rencontre les chevaliers Barky et Wayne pour discuter de l'état de l'alliance de l'Hydra et de l'armée des volontaires. Après la défaite, les forces de l'alliance retournent dans leurs pays respectifs. Avec Yuri dans cet état, il faudra un certain temps avant qu'ils puissent à nouveau rassembler leurs forces pour affronter le roi des ténèbres. Barky est sceptique quant au potentiel de Yuri et le confronte, mais Juliana répond que tout le monde a mis sa foi en lui parce que c'est lui qui a rassemblé tout le monde sous une seule bannière pour affronter le roi des ténèbres. Alors que les forces se retirent, le commandant de l'ancienne force de la Sainte Capitale part, laissant Wayne, Har et Barky chargés de protéger la princesse. Il décide de rester là et d'attendre que Yuri se réveille pour découvrir ce qu'il compte faire à partir de maintenant. Après un certain temps, Yuri se réveille et Funa appelle tout le monde à se rassembler dans sa tente. Il demande quels sont leurs ordres, et Yuri répond qu'à partir de ce moment, ils retourneront à la vice-capitale pour rapporter leur défaite au maître de la guilde des aventuriers, Gilbert. Il semble abattu, et nous découvrons qu'il souffre également de l'obscurcissement, une malédiction qui prend lentement le contrôle du corps des gens jusqu'à ce qu'ils deviennent des chevaliers noirs sous le commandement du roi des ténèbres. Jusqu'à présent, Yuri résistait avec force de volonté, mais après avoir été vaincu par l'ennemi principal, il a perdu confiance en lui-même et la malédiction continue de se propager. Dans un petit village à l'extérieur de la vice-capitale, une dame essaie d'acheter une pomme avec une pièce de cuivre. Le vendeur dit que l'inflation est très élevée et qu'elle ne peut rien acheter avec. À ce moment-là, un homme costaud apparaît et pousse la dame. Il lui donne quelques pièces d'or et achète tout le panier pour lui-même. Peu de temps après, un jeune homme aux cheveux blancs apparaît et lui dit qu'il devrait s'écarter. Il se déplace avec agilité, aide la dame à se lever et, tout en la distrayant, coupe le pantalon du gros homme, le laissant exposé en public. Distrait, il attrape quelques pommes et s'enfuit. Plus tard, le jeune homme rencontre à nouveau la dame et lui donne une des pommes sans rien lui demander. Il la ramène chez lui et on apprend que ses parents ont disparu quand il était petit. Depuis lors, il a grandi dans la rue, agissant comme une sorte de Robin des Bois. Pendant ce temps, Yuri se dirige vers la vice-capitale avec son groupe. En chemin, ils sont témoins des dégâts causés par la guerre. La terre est corrompue par la brume sombre, et les récoltes et les animaux meurent. Les agriculteurs regardent Yuri avec mépris, lui jettent de la boue au visage et lui disent qu'il est un échec, car il n'a pas tenu sa promesse de les protéger. Le groupe de Yuri suit en silence. Peu de temps après, il trouve un homme qui court vers eux et leur demande de l'aide. Il dit que le village est attaqué par l'armée noire. Yuri comprend que l'influence de la brume a augmenté après sa défaite. Il s'approche de l'endroit et voit un jeune homme aux cheveux blancs défendre une dame âgée contre les chevaliers noirs. Barky et les autres se précipitent au combat et remarquent que leurs capacités sont affectées,
comme si leur mana était épuisé. Le jeune homme utilise sa magie pour amplifier la puissance des autres et continue de se battre, drainant même une partie du mana de Barky pour maintenir le rythme. Il dit qu'il n'abandonnera jamais. Yuri regarde ça et se souvient que c'était comme ça aussi. Il décide de brandir à nouveau son épée. Les deux se regardent pendant la bataille et commencent à se battre côte à côte contre les monstres. Yuri active sa capacité d'amplification de mana et réalise qu'il est encore plus fort grâce au pouvoir du garçon. Avec cela, il saute en avant et élimine tous les ennemis avec son mouvement spécial. Le jeune homme, en voyant cela, reconnaît qui il est. Il se présente comme Aram et dit qu'il comprend maintenant pourquoi tout le monde l'appelle Yuri, le héros de l'armée des volontaires. Après cela, Aram s'évanouit et perd connaissance. Yuri dit qu'il est probablement épuisé et le porte jusqu'au camp du groupe à la périphérie du village. Plus tard dans la nuit, Aram se réveille et s'assoit avec Yuri. Il mentionne qu'il a entendu dire que Yuri est le capitaine de l'armée des volontaires et lui tend le brassard qu'il portait. À ce moment-là, Fuina apparaît et le salue. Elle dit que Kane et les autres seront bientôt de retour de patrouille et commence à préparer un repas pour tout le monde. Lorsqu'il s'assoit enfin pour dîner, Kane se rend compte que, comme d'habitude, c'est Fuina qui a préparé cette nourriture sans goût et se demande quand il pourra manger quelque chose de vraiment savoureux. Tout le monde est surpris de voir Aram manger sa portion avec enthousiasme. Il en demande même plus. Kane lui demande s'il aime vraiment cette nourriture et ce qu'il a l'habitude de manger. Aram répond qu'il mange normalement des lézards et des insectes. Yuri remarque qu'il ne ressemble pas à quelqu'un de ce village et demande pourquoi il a risqué sa vie pour la protéger. Aram explique qu'il était juste de passage, mais qu'il ne pouvait pas laisser ces gens mourir. De plus, il déteste les monstres noirs. Il dit qu'il doit encore devenir beaucoup plus fort. À ce moment-là, le fragment de la chronique de la chaîne commença à émettre une énergie sombre, comme cela s'était produit dans la capitale sacrée. Lorsque la situation semble empirer, Aram s'avance pour protéger Fuina, mais le livre le repousse et l'énergie sombre cesse peu de temps après. Fuina remarque que certaines pages du livre sont devenues sombres. Cela indique que la corruption dans le monde se propage encore davantage. Elle explique que toute obscurité qui tache le livre se reflète dans le monde, et que toute corruption dans le monde fait que ces pages s'assombrissent. Elle croit néanmoins qu'il y a encore de l'espoir. Pirika est toujours en vie quelque part. Tant qu'elle vivra, le monde ne sera pas complètement envahi par les ténèbres. Pirika représente la volonté du monde lui-même, et ils doivent la trouver et la sauver. Pendant ce temps, le général du roi des ténèbres, Ernest, localise le groupe de Yuri et leur destination avec l'aide d'un corbeau. Elle revient ensuite faire son rapport au roi des ténèbres. Il leur ordonne de retrouver Pirika et de l'éliminer. Sinon, ils ne pourront pas gouverner le monde avec les ténèbres. Plus tard dans la nuit, Yuri s'approche d'Aram et lui demande pourquoi il veut devenir plus fort. Aram le regarde droit dans les yeux et dit que sans pouvoir, il est impossible de faire quoi que ce soit dans ce monde. Yuri demande pourquoi il ne rejoint pas le groupe, et Aram répond qu'il n'aime pas être sous les ordres de qui que ce soit. Il valorise sa liberté par-dessus tout. Yuri dit que seul, il est possible de faire très peu de choses. Aram rétorque qu'il a toujours été seul et que c'est ainsi qu'il préfère vivre. Yuri commente qu'il a simplement eu de la chance d'être encore en vie et de se battre comme ça. Aram répond en disant que Yuri a également perdu, même s'il avait des amis à ses côtés. Yuri le regarde et dit qu'après avoir été vaincu par le roi des ténèbres, il a également perdu confiance en lui-même. Cependant, en voyant Aram se battre si courageusement dans ce village, il se souvint de la promesse qu'il avait faite de ne jamais abandonner. Et quand il reprit ses esprits, il retrouva ses amis là, à ses côtés, comme il l'avait toujours été. Yuri dit alors à Aram qu'il voit du potentiel en lui et qu'il croit que s'il se bat aux côtés du groupe et renforce leurs liens, il pourra devenir beaucoup plus fort. Le lendemain matin, ils arrivent à la vice-capitale et se rendent compte qu'elle est attaquée par l'armée des ténèbres. La ville est envahie par des soldats noirs et les gardes royaux font de leur mieux pour retenir les ennemis. Yuri et son groupe rejoignent le combat et commencent à affronter les monstres. Yuri rencontre le commandant des gardes et les deux échangent des informations sur la situation. Le commandant explique que le mur extérieur a déjà été détruit, tandis que le mage Aluja défend le mur ouest près des bidonvilles. Yuri dit que son groupe s'occupera des ennemis dans cette zone et permet aux gardes de se retirer pour renforcer la défense du mage. Juliana utilise un sort d'amplification de mana et renforce ses chevaliers. Aram continue de se battre avec son style solo. Pendant le combat, il vole une fois de plus une partie du mana de Barky, ce qui rend le chevalier furieux. Il se dispute et Barky dit qu'il réglera le problème après la bataille. Il retourne ensuite dans son équipe. Pendant ce temps, Yuri effectue une attaque combinée de synchronisation de mana avec Kane et Mishida, surprenant Aram alors qu'il bat tous les ennemis de la zone. Aram demande à Yuri de l'entraîner et de lui apprendre à utiliser ce type d'attaque. Yuri répond que cela n'est possible qu'avec des liens forts entre les compagnons. Barky s'approche et dit qu'Aram ne comprendra rien à tout cela car il n'est qu'un voleur de mana qui se bat pour lui-même. Aram se met en colère et part en disant qu'il deviendra plus fort à sa manière. À ce moment-là, le chef de l'armée ennemie entre dans la ville et se révèle être un chevalier noir. La brume noire autour commence à s'intensifier et réduit le niveau de mana de tout le monde. Les monstres avancent et blessent Yuri. Ils commencent également à dominer le reste du groupe. L'un des monstres lance un puissant sort sur Juliana,
mais Barky saute devant elle et prend l'impact à sa place, se blessant gravement. Les ennemis se préparent à l'achever, mais Aram apparaît à ce moment-là et commence à éliminer plusieurs monstres avec ses compétences de combat rapide. Ensuite, Aram rassemble son mana et le partage avec Juliana et ses chevaliers, dont Barky. Une fois leur force restaurée, ils parviennent à utiliser l'attaque combo mana 5 et à vaincre tous les ennemis restants dans cette zone. Aram commente qu'il a décidé de rester un peu plus longtemps parce qu'il voulait voir davantage de ses attaques combinées et aussi faire manger à Barky les mots qu'il avait dit. Après la bataille, Yuri rassemble tout le monde et dit qu'il a déjà été vaincu une fois par le roi des ténèbres. À ce moment-là, le méchant a déclaré qu'il détruirait le monde entier. Yuri déclare qu'il veut garder espoir tant qu'il a encore du souffle, et il décide donc de créer une escouade pour combattre à nouveau le roi des ténèbres. Juliana commande qu'une simple escouade ne suffira pas et propose de rassembler à nouveau des forces du monde entier. Tout le monde est d'accord et montre du bonheur quand il voit que Yuri est enfin motivé comme avant. Juliana regarde Barky et dit que maintenant ils sont quittes, puisqu'il a rendu le mana qu'Aram a utilisé, et pour cela elle devrait aussi le féliciter. Barky s'éloigne avec une expression amère puis tombe au sol, révélant une grave blessure à l'abdomen. Le lendemain matin, il soigne les blessures de Barky. Juliana dit qu'elle veut qu'il rejoigne l'équipe de Yuri, car elle pense qu'il sera très utile. Barky insiste pour rester à ses côtés, mais Juliana l'informe qu'elle ira à la capitale pour regrouper ses forces et veut qu'il aide Yuri à sa place. De plus, elle voit également du potentiel chez Aram et veut que Barky l'entraîne afin qu'il puisse grandir et devenir plus fort en fonction de son expérience. Barky accepte l'ordre, mais se sent abandonné et commence à se sentir triste à l'intérieur. À ce moment-là, la vice-chef de l'Alliance des Guildes, Selene, entre dans les lieux et invite Juliana à l'accompagner à la réunion avec le chef Gilbert. Pendant ce temps, Yuri et Funa marchent aux côtés de Gilbert et parlent de la situation de la guilde. Yuri parle de son désir de former une escouade pour combattre le roi des ténèbres et dit que même s'il a été vaincu une fois, il croit toujours qu'il y a de l'espoir. Il regarde Aram pratiquer ses mouvements et réalise que ce jeune homme peut faire partie de ce nouveau voyage. Il se dirige vers le bureau de Gilbert et le chef les informe que la prochaine étape sera de rendre visite aux 3 grands sages, à la recherche d'un indice sur l'endroit où se trouve Pyrrhica. Gilbert dit qu'il les aidera autant qu'il le pourra. À ce moment-là, Selene arrive également avec Juliana. Gilbert lui donne, ainsi qu'à Yuri, de nouveaux appareils de communication magique longue distance et déclare que la guilde offrira son soutien lorsque le moment sera venu. Pendant ce temps, Aram a faim après tant d'entraînement. Ayant grandi dans la pauvreté, il commence à se promener dans la ville en pensant à voler à nouveau de la nourriture. Cependant, il se souvient qu'il est désormais l'ami de Yuri et qu'il lui a fait confiance. À cause de cela, Aram abandonne l'idée et continue à marcher. Peu après, il entend le cri d'une fille et court vers le marché principal, où il voit un homme menacer la jeune femme avec un couteau. Aram intervient, frappe la main de l'homme et le désarme, protégeant ainsi la jeune fille. Il esquive ensuite les attaques de l'homme avec des mouvements agiles et emprunte une épée courte à un stand d'armes à proximité. Il contre-attaque habilement, domine facilement l'attaquant et permet aux gardes de la ville de l'emmener. Peu de temps après, le marchand d'armes l'interpelle et loue ses compétences. Le marchand se présente comme Dusty de la guilde des marchands et révèle qu'il fournit des armes à l'armée des volontaires. Il dit qu'Aram a un bon œil pour choisir les épées, car il a choisi la meilleure pièce de son stock. Dusty explique que l'épée a été forgée par Baldé, un forgeron renommé et chef des esprits de la terre. Dusty commente qu'il a vu Aram rejoindre la mission de Yuri pour former l'escouade de suppression du roi noir et déclare qu'il peut garder l'épée comme cadeau pour s'enrôler. Il suggère à Aram de donner un nom à l'épée, comme toute bonne lame mérite d'être nommée, et dit que c'est à lui de décider si elle sera mémorisée ou oubliée. Aram le remercie sincèrement et retourne au terrain d'entraînement pour continuer à s'entraîner. Pendant ce temps, Gilbert passe du temps avec Yuri et révèle que la corruption de son corps s'est aggravée. Il avoue qu'il rêve parfois qu'il combat aux côtés de l'armée du roi des ténèbres. Yuri dit qu'il ne permettra pas que cela se produise. Pendant ce temps, Barky passe devant le terrain d'entraînement et voit Aram pratiquer ses mouvements. Il pense aux ordres qu'il a reçus et commente qu'il est trop tendu et qu'il devrait détendre davantage ses muscles. Il remarque l'épée d'Aram et pose des questions à ce sujet. Aram dit que le nom de l'épée est Tiramaki Maru, ce qui signifie « éclair d'inspiration ». Barky demande où il a eu une si bonne épée, et Aram répond qu'il l'a reçue en cadeau. Barky lui attrape le bras et prétend que personne ne donnerait une épée comme celle-là gratuitement, accusant Aram de l'avoir volée. À ce moment-là, Juliana apparaît accompagnée de Yuri et Wayne et demande ce qui se passait. Lorsque Barky accuse Aram de vol, Dusty arrive et dit que c'est lui qui a offert l'épée en cadeau. Barky se sent gêné, s'excuse de son erreur et quitte les lieux la tête baissée. Plus tard dans la nuit, Yuri lutte contre la corruption croissante en lui, qui commence à montrer des visions de son moi corrompu. Cette version commence à vous tourmenter avec des doutes et des insultes, alimentant votre insécurité. Alors qu'il discute avec la voix dans son esprit, Aram frappe à la porte et entre pour lui parler. Il remercie Yuri d'avoir cru en lui et dit qu'il avait l'habitude de voler pour survivre, mais qu'il a abandonné cette pratique depuis qu'il a rejoint l'armée. Yuri lui demande ce qu'il compte faire quand il sera plus fort. Aram répond qu'il veut vaincre les monstres de l'armée noire.
Il révèle ensuite que son village a été attaqué et qu'il était le seul survivant. Les monstres lui ont tout pris, et pour cela, il veut se venger de ses amis et de sa famille. C'est pourquoi il veut devenir plus fort. Et donc, le lendemain, tout le monde se prépare à partir. Il rencontre le commandant et Juliana dit qu'elle ira à la capitale sacrée pour rassembler les camarades de retour et leur demander de rejoindre l'escouade de suppression du roi noir. Le commandant répond qu'il fera également sa part et parlera à la guilde, mais il ne peut pas garantir combien de personnes seront prêtes à accepter l'appel. Il se tourne ensuite vers Yuri et l'informe que le chef de la guilde magique, Eludra, a déclaré qu'elle les rejoindrait. À ce moment, Eludra apparaît aux côtés du légendaire tueur de dragons, Vorg. Aram est impressionné par l'épée de Vorg, appelée Dragon Slayer, et les deux se présentent. Pendant ce temps, Juliana guide Barky pour qu'il remplisse son rôle et déclare qu'en voyageant dans le temps avec le groupe de Yuri, il comprendra mieux tout ce qui est en jeu. Après cela, les deux groupes se disent au revoir et se séparent. Yuri et son groupe partent en direction des trois grands sages et avancent jusqu'à la tombée de la nuit. Alors qu'ils installent le camp, Yuri s'approche de Barky et lui demande d'entraîner Aram pendant le voyage, mais Barky refuse et s'éloigne en marchant à travers la forêt. Alors qu'il est seul, l'influence d'Uranus commence à l'affecter. Les sentiments négatifs s'intensifient en lui et son corps commence à émettre de l'énergie sombre. L'obscurité semble se nourrir du sentiment de rejet, jusqu'à ce qu'Uranus s'approche et transperce son corps avec encore plus d'énergie sombre. Elle murmure qu'il a été abandonné et qu'il sera accueilli s'il accepte de rejoindre leur camp. À ce moment-là, le livre des chroniques commence à réagir intensément, et une brume noire se répand dans la forêt. Yuri sent que quelque chose ne va pas et court dans l'obscurité, suivi par les autres. Bientôt, il repère Uranus devant Barky et l'attaque avec des flèches et des sorts. Elle bloque les attaques et invoque des soldats de l'ombre. Vorg et Aram avancent rapidement et vainquent les ennemis avec facilité, et Barky se lève également. Yuri réalise l'opportunité et décide d'utiliser une attaque synchrone au mana, appelant Kane et Mishida pour se préparer. Le groupe combine ses attaques et lance une puissante offensive contre les ennemis. Cependant, Barky décide d'abandonner sa fierté et se rend aux ténèbres. La magie du roi des ténèbres coule à travers lui et il se transforme en un chevalier démoniaque, émergeant des ténèbres. Il attaque Aram, mais Yuri intervient et tente de parer ses coups. Les deux se battent brièvement avant que les autres ne tentent de les aider. Cependant, Barky utilise son nouveau pouvoir pour lancer une attaque de cristallisation sombre, repoussant violemment tout le monde. Puis il perd complètement le contrôle. À ce moment-là, Arina apparaît et dit que c'est assez pour aujourd'hui. Elle déclare qu'elle est venue pour le ramener au château du roi des ténèbres et les deux disparaissent dans un sort de téléportation. La situation étant sous contrôle, Yuri contacte Juliana et l'informe de la défection de Barky, révélant qu'il a rejoint l'armée du roi des ténèbres en tant que démon. En entendant cela, Juliana est profondément attristée et remet en question sa décision de l'envoyer avec Yuri. À ce moment-là, Arès arrive à cheval et annonce que la capitale sacrée est en flammes. Ils se mettent immédiatement en route et, à leur arrivée, constate qu'une émeute s'est propagée dans toute la ville. Certaines personnes se sont rassemblées et ont commencé à détruire et à brûler des endroits au nom du roi des ténèbres. Ils croient qu'en faisant cela, ils pourront se transformer en démons et être acceptés dans leur armée. Avec la mort du roi sacré et la défaite de l'armée des volontaires, les citoyens ont perdu espoir et croient que rejoindre le roi des ténèbres est la seule issue. Le commandant de l'armée de la capitale, Hens, mène ses soldats contre les rebelles et parvient à contenir la situation, arrêtant toutes les personnes impliquées. Après avoir maîtrisé la crise, il discute de ce qui s'est passé avec ses officiers, mais peu de temps après, il voit un garçon essayer de lancer une bombe sur un bâtiment officiel. Il semble qu'il n'y aura pas de temps pour l'arrêter, mais Arès apparaît et immobilise le garçon avec facilité. Juliana et Wayne arrivent peu de temps après, rencontrent Hens et demandent un rapport. Juliana ordonne à Arès de libérer le garçon et lui demande de dire ce qu'il a à dire. Le garçon dit qu'il veut devenir un démon et rejoindre l'armée du roi des ténèbres, car il pense que c'est le seul moyen de survivre. Juliana est furieuse de ce qu'elle entend et réprimande le garçon, prononçant un long discours sur les dangers de suivre cette voie. Les larmes aux yeux car Barky est devenu un démon, elle s'éloigne, monte sur son cheval et retourne au palais royal. À l'intérieur, elle rencontre son amie Louise, qui a pris sa place en tant que reine du cinéma. Ils rencontrent Winslow et discutent des prochaines étapes. Wayne arrive avec un rapport. Des forces des 9 régions sont campées aux abords de la capitale sainte, sous la direction de Shusa. Alors que l'armée se remet encore de la dernière bataille contre le roi des ténèbres, il faudra peut-être un certain temps avant qu'elle ne retourne dans son pays d'origine. Wayne suggère qu'il leur envoie un messager pour les inviter à rejoindre l'escouade de suppression du roi des ténèbres, et Juliana accepte, donnant l'ordre immédiatement. Pendant ce temps, le groupe de Yuri est également attristé par la perte d'un chevalier aussi fort, mais décide de passer à autre chose. En chemin, Yuri s'arrête pour nettoyer son bras ravagé par les ténèbres, et Funa remarque à quel point son état s'est aggravé. Elle le tient et le force à s'allonger, en disant qu'elle va essayer de l'aider. Funa utilise le livre des chroniques pour tenter de contenir les ténèbres, mais cette fois, cela ne fonctionne pas. Elle se sent impuissante face à la situation et se met à pleurer. Après cela, le groupe reprend son voyage vers la tour des sages. Aram est excité quand il voit le bâtiment. Yuri explique qu'ils sont là pour trouver le sage du destin,
qui sait peut-être quelque chose sur l'endroit où se trouve Pyrrhica. Alors qu'ils s'approchent de la tour, ils sont touchés par un sort de feu. Eludra bondit en avant et bloque l'attaque, avertissant qu'ils sont attaqués par l'armée des sages, dirigée par leurs 3 principaux disciples, Velnor, Yuni et Kadja. Peu de temps après, ils entendent la voix de l'un des sages. Melchior apparaît et Yuri crie qu'il est là pour demander de l'aide dans la lutte contre le roi des ténèbres. Melchior dit que s'ils veulent le soutien des sages, ils devront prouver leur valeur et ordonne à Velnor de continuer l'attaque. Eludra, Vorg, Mishida, Kain et Yuri se défendent des attaques, tandis qu'Aram avance et parvient à se rapprocher du lanceur de sorts. Il tente d'attaquer Velnor, mais Yuni l'intercepte avec son épée. Yuri l'accompagne et les deux commencent à faire pression sur les disciples. Cependant, Velnor intensifie ses sorts et décide de tout mettre fin une bonne fois pour toutes, tandis qu'Eludra commence à manquer de mana. Aram sent le danger et transfère son énergie à Eludra, lui permettant de continuer à protéger tout le monde. Avec cela, elle invoque un puissant sort qui fait pleuvoir des météores sur le champ de bataille. De loin, Melchior regarde le combat, amusé, mais Dilma apparaît et le réprimande, lui disant qu'il doit arrêter ses jeux enfantins. Au milieu de la bataille, Aram poursuit Yuni, prêt à continuer le combat, mais la 3e femme sage, nommée Fatima, intervient soudainement et met fin au combat. Alors tout le monde entre dans la tour et Funa présente les sages à Aram. Le sujet change et se concentre sur le combat contre le roi des ténèbres. Melchior explique que, depuis la défaite précédente, le château du roi des ténèbres émet constamment une énergie sombre et dense. Cela formait une puissante barrière autour de la forteresse, la rendant presque impossible à franchir. De plus, cette énergie a intensifié l'obscurité dans les régions voisines. Dilma se demande s'il croit vraiment que les gens continueront à suivre une armée confrontée à une telle menace. Yuri répond qu'il combattra le roi des ténèbres même s'il n'a pas de disciples. Fatima dit que le plus important est de suivre le chemin en lequel il croit, puis Yuri pose des questions sur Pyrrhica. En tant que femme sage du destin, Fatima confirme que Pyrrhica est en vie, mais elle se retrouve dans un endroit d'où elle ne peut pas partir seule. Elle ne sait pas exactement où se trouve cet endroit, mais elle dit qu'il y a encore de l'espoir. De plus, il leur recommande de se diriger vers Maes Canyon, qui devient la nouvelle destination du groupe. Après cela, tout le monde en profite pour se reposer un peu. Pendant ce temps, Aram rencontre Velnor et lui pose des questions sur les étranges tatouages sur son corps. Velnor semble sur le point de commencer une dispute, mais le 4e disciple, Klos, apparaît et demande du calme. Il explique que les marques sont des runes appelées sceaux de l'invocateur et qu'elles sont responsables de l'octroi d'un grand pouvoir. Aram se redresse et demande si c'est pour cela que Velnor peut utiliser une magie aussi puissante. Velnor demande s'il veut en voir plus. Il le félicite ensuite pour sa conscience du combat et son travail d'équipe, montrant de la curiosité pour la capacité unique d'Aram à partager le mana. Aram demande pourquoi ils n'aident pas à combattre l'armée du roi des ténèbres. Velnor répond qu'ils aident, mais seulement lorsqu'ils sont attaqués directement dans la tour des sages, car ils sont tous liés par les ordres des sages eux-mêmes. Pendant ce temps, Eludra et Vorg révèlent qu'ils resteront dans la tour pour rechercher des moyens de vaincre le roi des ténèbres et de franchir la barrière magique autour du château. Eludra semble avoir une sorte de passé avec Melchior, car les deux se taquinent toujours avec des mots durs. Une fois que tout est résolu, Yuri et son groupe se préparent à se diriger vers Maes Canyon et décident qu'après cela, ils se dirigeront vers Spirit Island pour parler avec Hydra de l'endroit où se trouve Pyrrhica. Alors qu'ils sont sur le point de partir, les 4 disciples s'approchent et les informent qu'ils les accompagneront également sur ordre direct de Melchior. Ils disent que le sage s'intéresse à un ancien artefact récemment découvert dans le Maes Canyon, ils vont donc l'enquêter. Quelques jours plus tard, alors qu'ils traversent le col de Mai, ils remarquent que toute la région est recouverte par une tempête noire. C'est un blizzard mélangé à un élément sombre qui génère et fait revivre en permanence des soldats sombres. Le groupe de Yuri combat ces créatures tout au long du voyage, mais Marina finit par être la plus utile dans cette traversée, car sa magie de guérison peut purifier et éliminer les monstres morts-vivants. Aram commande de manière taquine que même elle peut être utile au combat, ce qui rend Marina furieuse contre lui. À ce moment-là, il voit une petite boule de poils courir vers le groupe, poursuivie par une foule de soldats ténébreux. La petite créature saute et se cache derrière Aram, tandis que Velnor incinère les ennemis avec un sort de feu extrêmement puissant. L'attaque est si intense qu'elle détruit une partie de la neige sous ses pieds, provoquant la chute d'Aram d'une falaise. Yuri essaie de le retenir, mais finit par tomber avec lui. Velnor observe la situation et commande simplement que c'était mauvais. Les deux étant portés disparus, Kaguya demande ce qu'ils devraient faire ensuite et Kain suggère qu'ils s'en tiennent à leur plan initial consistant à trouver les esprits de la terre locaux pour obtenir de l'aide et à sauver Yuri et Aram. Pendant ce temps, Yuri et Aram se feraient un chemin à travers les rochers et la neige au fond du canyon, désormais accompagnés de la petite créature à fourrure. Aram décide de l'adopter et la nomme Bolina. Après avoir marché un moment, Yuri suggère qu'ils s'arrêtent là et creusent une grotte de neige pour passer la nuit. Lorsque la nuit tombe, Aram essaie d'utiliser l'objet de communication magique, mais cela ne fonctionne pas. Yuri explique que la tempête noire doit bloquer le signal et dit qu'il vaut mieux attendre,
car il croit que ses amis viendront avec les esprits de la terre pour les sauver. Aram demande pourquoi il est si sûr de cela. Yuri répond qu'il a beaucoup voyagé avec eux et qu'il leur fait entièrement confiance. Il prononce ensuite un discours sur l'importance de nouer de véritables liens et de compter sur les autres. Aram admet qu'il ne comprend pas vraiment ce sentiment, car il a toujours vécu seul, mais dit qu'il l'envie. Après cela, les deux restent là pendant un long moment jusqu'à ce qu'Aram commence à s'endormir. Yuri le réveille et l'avertit que dormir dans cette situation pourrait être dangereux. Pour le distraire, il propose de jouer à un jeu de mots. Aram commence à rire à l'idée et dit ensuite qu'il va se soulager dehors avant de commencer. Il quitte la grotte, mais lorsqu'il arrive à l'extérieur, il se rend compte que Bolina a disparu. Il se met à sa recherche et se retrouve entouré d'un épais brouillard noir. De l'autre côté, Yuri s'inquiète du retard d'Aram et part à sa recherche. Il crie ton nom et marche dans la tempête de neige. Vos pensées négatives commencent à se former au sein même du blizzard noir. Une version déformée de son esprit commence à lui parler, lui disant de laisser Aram derrière lui et lui reprochant de s'être perdu, même après avoir été averti. L'obscurité prend une forme physique et l'attaque sous la forme d'un soldat de l'ombre. Le bilan émotionnel s'accumule rapidement et Yuri commence à perdre le contrôle, mais Aram apparaît et bat le soldat de l'ombre à sa place. Il dit qu'il ne comprend toujours pas complètement ce discours sur les liens et l'amitié, mais il pense que cela signifie qu'il est possible d'aider un ami lorsqu'il est faible et a besoin de soutien. Ces mots font reprendre conscience à Yuri et les deux exécutent une attaque combinée avec synchronisation de mana ensemble, ce qui rend Aram enthousiasmé par la nouvelle technique. Après avoir vaincu les monstres, ils discutent entre eux jusqu'à ce que Yuri remarque un vieil homme émergeant du blizzard. Yuri le reconnaît comme étant Balthazari et le présente à Aram comme le maître du sage du destin, Fatima. Balthazari utilise alors sa magie pour dissiper le ciel lourd et faire disparaître le blizzard noir. La petite créature à fourrure saute de derrière son chapeau et retrouve Aram. Le vieux mage regarde Yuri et commente qu'il semble se noyer dans la dépression comme beaucoup d'autres. Il prétend qu'il serait plus facile d'abandonner et de se rendre aux ténèbres, mais Yuri répond qu'il continuera à se battre avec tout ce qu'il a, car il croit toujours en un avenir meilleur. Le vieil homme rit de la réponse et dit qu'il doit se rendre dans une oasis dans le désert et vaincre le nouveau dragon qui s'y trouve, car cela l'aidera dans son voyage. Après avoir dit cela, il disparaît dans la neige comme s'il n'avait jamais été là. Pendant ce temps, Fuyuna et les autres rencontrent Olga, une représentante des esprits de la Terre qui dirige les fouilles d'un ancien artefact récemment découvert. Elle ordonne aux esprits du feu Rollo et Kiki d'accompagner le groupe et déclare qu'elle rejoindra l'armée de suppression du roi des ténèbres. Elle envoie également une équipe pour sauver Yuri et Aram. Pendant ce temps, Fuyuna et Marina restent sur place pour inspecter l'artefact. Soudain, la chronique de la chaîne commence à briller et révèle une page de l'histoire du monde qui mentionne l'existence d'une épée cachée dans le passage du labyrinthe, capable de traverser n'importe quelle obscurité. À l'aube, l'équipe de secours localise enfin Yuri et Aram et les ramène au camp. Le groupe célèbre son arrivée avec une fête. Au cours de la célébration, Aram rencontre le chef des esprits de la Terre, Baldé, qui a forgé son épée. Pendant ce temps, un messager de Juliana arrive au camp militaire de Shusa et transmet le message de la princesse. Cependant, au lieu d'accepter l'invitation, Shusa tue le messager. Le lendemain, Yuri et son groupe se dirigent vers l'île de Sol dans l'océan pour rechercher plus d'indices sur l'endroit où se trouve Pirika. Sur le chemin, il rencontre l'armée de Shusa et l'approche d'abord de manière amicale pour lui demander s'il rejoindra l'armée de suppression du roi des ténèbres. À la grande horreur de tous, Shusa dégaine son épée et exige que Fuyuna lui remette la chronique de la chaîne, affirmant qu'il vaincra le roi des ténèbres tout seul et régnera sur les Dadras en tant que leur nouveau roi. Aram est irrité par l'arrogance de Shusa et lui demande qui il pense être pour agir ainsi. À ce moment-là, Yoshitsugu, le frère cadet de Shusa et son commandant en second, s'approche et déclare que, bien qu'ayant également reçu l'invitation, ils n'ont pas l'intention de rejoindre l'armée de Yuri. Au lieu de cela, ils prétendent qu'ils combattront le roi des ténèbres à leur manière, et pour ce faire, ils ont besoin de la chronique de la chaîne. Ils se présentent comme le deuxième seigneur des 9 territoires de feu du pays des ogres et présentent Shusa comme le premier. Shusa s'avance alors et se prépare à attaquer, mais Yuri intercepte son coup avec son épée. Il leur demande d'arrêter de se battre et suggère qu'ils peuvent toujours unir leurs forces. Shusa rejette la proposition, affirmant que Yuri a perdu cette chance lorsqu'il a refusé d'utiliser tous les moyens possibles pour gagner, y compris en sacrifiant ses alliés. Il affirme qu'il va désormais prendre le pouvoir des ténèbres pour lui-même et conquérir le monde en tant que véritable roi des ténèbres. Il pousse ensuite Yuri de côté et s'approche de Fuyuna, exigeant le livre. Aram tente de l'arrêter, mais Fuyuna répond que la chronique de la chaîne choisit son propriétaire de son propre gré. Shusa déclare qu'il sait très bien comment forcer les autres à se soumettre et tente de prendre le livre par la force. Yuri retourne au combat et affronte Shusa, tandis que l'armée ennemie commence à marcher contre le groupe de Yuri, déclenchant une guerre totale. Kane et Mashida signalent à Yuri qu'il est temps d'utiliser une attaque combinée et de commencer la séquence en tirant leur magie. Cependant, Shusa bat Yuri avec un coup puissant et le jette au sol, se moquant de son inutilité en tant que héros. Shusa avance alors contre Fuyuna et Aram, les bête tous les deux facilement et vole le livre magique. Dès que le livre est ouvert de force,
une vague d'éléments sombres est libérée. Yuri, furieux, court vers l'ennemi en brandissant son épée. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, des lumières descendent du ciel et un étrange automate tombe de nulle part devant eux. À ce moment-là, Arena et Barky apparaissent également sur le champ de bataille. Arena explique que la créature s'appelle Olzada, un ancien golem créé pour apporter la calamité au monde. Elle se tourne ensuite vers Shuza et l'invite à rejoindre leur camp, mais il refuse immédiatement et l'envoie chercher une autre victime. Dès que la proposition est refusée, l'armée de Shuza avance vers les deux démons. Cependant, Olzada attaque en premier et commence à combattre Shuza directement. Pendant ce temps, Arena s'approche de Yuri et tente de manipuler ses émotions, en parlant de l'obscurité en lui et en lui rappelant la corruption sombre qui progresse dans son corps. Pendant ce temps, dans la capitale sacrée, Juliana décide d'assumer pleinement sa responsabilité de reine de l'Empire. Elle rencontre les Saints Clercs et organise une cérémonie de couronnement public pour redonner espoir au peuple au milieu du chaos. Elle parle fermement devant la foule et parvient à toucher le cœur des gens. Sur le champ de bataille, Yuri est presque sur le point de céder à son moi corrompu, mais il parvient à se souvenir de ce qui est important et trouve la force de résister. Il fait face à Arena et déclare qu'il est déterminé à vaincre le roi des ténèbres, rejetant tout piège ou tentation. Fauna et Aram voient son attitude et se précipitent pour l'aider, mais Barky apparaît et les arrête avec son épée enveloppée de ténèbres. La bataille s'intensifie et le champ se remplit bientôt de soldats dans l'ombre. Les alliés de Yuri commencent à être débordés. Nishida est à court de flèches, Marina sent son mana s'épuiser et Kane ainsi que Yoshitsugu se retrouvent encerclés par des dizaines d'ennemis. Face à ce scénario, Yuri panique, d'autant plus avec la présence d'Irena qui fait pression sur son esprit avec des mots négatifs. Même s'il tente de résister, sa détermination commence à faiblir. Pour le protéger, Kane et Fauna se placent devant lui. Dans ce moment de confusion, Yuri rassemble son courage et décide de détruire sa version sombre. Il frappe avec son épée, croyant qu'elle frappera les ténèbres en lui. Cependant, en ouvrant les yeux, il se rend compte qu'il a accidentellement percé la poitrine de Kane, qui avait sauté devant pour sauver Fauna. Yuri tombe au sol avec le corps de son ami et commence à pleurer désespérément. La douleur l'envahit, l'obscurité déborde et il finit par céder à la dépression. Dans cet état, son corps se transforme et il devient un démon. Voyant Yuri transformé, Shuzari le traite de fraudeur. Il dit que cela ne fait que renforcer sa détermination à le vaincre. Lorsque Shuza lance une attaque énergétique sur Yuri, Olzada apparaît et bloque l'attaque à l'aide d'un golem de pierre. Peu de temps après, elle invoque deux autres golems pour occuper Shuza. Au même moment, Barky lance une attaque de mur de terre et repousse Aram. Arena déclare qu'il y aura du temps pour s'amuser avec les autres plus tard, car ils doivent maintenant emmener la nouvelle recrue auprès du roi des ténèbres. Puis elle ouvre un portail magique et tout le monde passe à travers, disparaissant du champ de bataille. Les ennemis étant partis, Aram et les autres se retirent dans une ruine voisine, où Marina tente de garder Kane en vie avec sa magie de guérison. Le groupe est secoué par la transformation de Yuri et ne sait pas quoi faire ensuite. À ce moment-là, Shuza réapparaît avec son armée et se demande ce qu'ils font encore là, maintenant que leur capitaine les a trahis. Il en profite pour inviter les disciples des mages à se joindre à lui, mais ils refusent tous. Aram entend Shuza parler mal de Yuri et décide d'intervenir. Il marche jusqu'au milieu de la route et prétend que Yuri n'a trahi personne. Aram pense que Yuri est simplement confus et espère toujours être sauvé par ses amis. Il exige le retour du livre magique, mais Shuza dit qu'il ne le lui rendra que s'ils peuvent le prendre par la force. Il prévient également que s'ils ont l'intention de sauver Yuri, ils doivent agir rapidement, sinon il le tuera lui-même. De l'autre côté du continent, Yuri se tient devant le roi des ténèbres, désormais sous sa forme de chevalier noir. Il déclare qu'il est venu autrefois pour sauver le monde, mais qu'il est maintenant prêt à le tester. Si ce monde ne peut pas résister à ces ténèbres, alors il croit qu'il n'a jamais valu la peine d'être protégé. De retour dans les ruines, Aram et les autres reprennent espoir. Nishida et Marina décident de retourner immédiatement dans la capitale vice-royale avec Kane pour tenter de le sauver. Les disciples des rois mages décident de retourner à la tour pour rendre compte de la situation. Pendant ce temps, Aram et Funa choisissent de continuer leur voyage comme prévu, se dirigeant vers Soul Island pour chercher plus d'informations sur l'endroit où se trouve Pirika. Au cours des jours suivants, ils continuent vers l'îlet. En chemin, Aram remarque à quel point Funa est abattue et profondément triste. Une nuit, il s'assoit avec elle autour du feu de camp et lui demande si elle peut lui en dire plus sur Yuri. Aram parle d'un vieux sorcier qu'il a rencontré pendant le Black Blizzard et mentionne qu'il a dit quelque chose à propos de Yuri vainquant un dragon. Il veut savoir comment tout cela s'est passé. Funa baisse la tête et dit que ce n'était pas une aventure héroïque. Elle révèle que le dragon était connu comme le gardien de l'oasis, mais qu'il avait été corrompu par les ténèbres. À cause de cela, il est devenu violent et a détruit l'oasis qu'il avait juré de protéger. C'est pour cette raison qu'ils ont été obligés de lui faire face. Après l'avoir affaibli,
le dragon reprit conscience et demanda à être vaincu alors qu'il gardait encore sa lucidité. N'ayant pas d'autre choix, Yuri était le seul à pouvoir répondre à la demande. Funa se met à pleurer et dit qu'il aurait dû l'arrêter. Elle pense que Yuri est peut-être devenu un démon parce qu'ils lui ont mis trop de pression et l'ont forcé à se battre même quand il ne le voulait pas. Aram écoute attentivement et répond qu'avant de rencontrer Yuri, il pensait que Yuri était un puissant guerrier qui avait tout conquis tout seul. Mais lorsqu'elle l'a rencontré en personne, elle a réalisé qu'il était différent. Yuri était humain, fragile, et personne n'est invincible. C'est exactement pour cela que les amis existent. Aram dit que c'est maintenant leur tour, en tant qu'amis, de sauver Yuri. Ces mots donnent un peu d'espoir à Funa et ils continuent leur voyage ensemble. Finalement, ils atteignent la côte en face de l'île de Soul. En parallèle, Yuri, sous sa forme corrompue, se téléporte également sur l'île. L'environnement devient dense et chargé. Pendant ce temps, Marina et Mashida arrivent dans la capitale vice-royale. Ils parviennent à sauver la vie de Kane et racontent à Juliana toute la situation, y compris la transformation de Yuri. Juliana écoute tout avec fermeté et déclare qu'en tant que reine du Saint-Empire, elle est prête à affronter tous les ennemis du monde, même si cela signifie lever son épée contre Shusa ou Yuri. Elle envoie son commandant convoquer une réunion d'urgence avec Shusa. De retour à la tour des rois mages, les 4 disciples reviennent et rapportent les événements. Melchior étudie l'ancien artefact et réfléchit à ce qui peut être créé à partir de celui-ci. Fatima suggère que la chute de Yuri du côté ennemi est peut-être une étape nécessaire pour qu'il trouve une nouvelle lumière. Elle demande aux autres de faire ce qu'ils peuvent pour soutenir cette voie. Pendant ce temps, Shusa rassemble plus de 5000 soldats et envoie des convocations sur ces terres pour renforcer son armée, croyant pouvoir vaincre le roi des ténèbres. Dans une autre partie du continent, Aram et Funa traversent la mer en direction de l'île de Soul. Pendant le voyage, Aram se souvient d'une conversation avec Yuri. Il se souvient quand Yuri a parlé d'une fée spéciale nommée Hydra, qui vit dans la bibliothèque de l'arbre du monde située sur l'île. Selon Yuri, elle est unique parmi les fées, car elle tient une chronique. Après avoir débarqué, ils sont attaqués par des soldats morts-vivants de l'armée noire. Aram avance pour les affronter, mais une fée nommée Vianta apparaît et détruit les ennemis avec sa magie. Elle ordonne aux deux de la suivre jusqu'à la bibliothèque. Ils traversent la forêt jusqu'à l'arbre du monde et tombent sur une scène dévastatrice. Les soldats de l'armée noire attaquent l'endroit et provoquent des destructions partout. Le père de Vianta, Rafalgar, combat les ennemis et demande à tout le monde d'entrer dans la bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Furbal crie en regardant vers la droite et Aram voit Yuri apparaître au milieu de la magie noire. Il attaque sans hésitation et Aram court pour lui faire face. Lors de la confrontation, Aram demande pourquoi il fait tout cela. Il essaie de le faire revenir à la raison avec des mots, mais Yuri lui dit de se taire et le pousse violemment. Il lance ensuite des attaques tranchantes remplies d'obscurité et déclare que le roi des ténèbres est invincible et il croit qu'Aram le comprendra bientôt également. À ce stade, Rafalgar et Vianta entrent dans la bataille contre Yuri et demandent à Aram et Funa d'aller voir Yggdra et de lui parler de la raison de leur présence là-bas. Aram et Funa courent vers la bibliothèque et trouvent Yggdra qui les attend à l'entrée. Ils continuent à courir et atteignent finalement le centre de la bibliothèque, où le livre de chronique est en cours de préparation. Yggdra utilise sa magie pour activer le livre et les attire dans ses archives. Après avoir été emmenés dans le monde contenu dans la chronique, Aram se rend compte qu'ils sont dans la vice-capitale. La scène change rapidement et le lieu où ils se trouvent change également. Funa explique qu'il s'agit de la chronique d'Yggdra, un récit détaillé du continent et de son histoire. Aram demande quelle est la différence avec la chronique du courant, et Funa répond que la chronique du courant enregistre le monde entier, y compris ce continent et tout ce qui se trouve au-delà. Avec cela, il commence la recherche de la réponse sur le lieu où se trouve Pyrrhika. Il commence par observer le moment où Yuri a été vaincu par le roi des ténèbres et Pyrrhika a disparu de ses mains. Puis il passe à la période où Yuri se remettait de sa défaite et où la corruption commençait à s'installer. Cependant, le monde qui les entoure commence à tourner violemment, comme si tout s'effondrait. Funa se rend compte que Yuri a réussi à pénétrer dans la bibliothèque depuis l'extérieur, et Vianta tente de protéger la chronique en s'enfuyant avec elle. Ceci explique l'instabilité au sein du livre. Rafalgar tente d'arrêter Yuri, mais ses ténèbres commencent également à corrompre le livre. Dans la chronique, Aram finit par se séparer de Funa et Yggdra. Il se voit dans une période passée, lorsque Yuri était encore un enfant, du même âge que lui, et vivait comme un simple villageois. Un jour, le village est attaqué par des soldats morts-vivants, et même s'il est faible, Yuri décide de leur affronter. Un chevalier blond apparaît à ce moment-là et bat tous les monstres avec un mouvement spécial rappelant la technique signature de Yuri. Ensuite, Yuri s'assoit avec le chevalier et lui demande comment il peut devenir plus fort, disant qu'il veut protéger son village lorsque les monstres attaqueront à nouveau. Le chevalier répond que cela nécessitera un entraînement de plusieurs jours, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et qu'il ne sera peut-être même pas capable d'apprendre la technique. Mais s'il continue d'essayer avec détermination, un jour il réussira. Inspiré par ces mots, Yuri commence à s'entraîner tous les jours, frappant un arbre avec son épée émoussée. Même s'il existait des outils plus adaptés pour cela, continue-t-il à insister. Des années plus tard,
le village est à nouveau attaqué et Yuri le défend en utilisant la technique qu'il a apprise si durement. Cependant, il arrive trop tard pour empêcher la destruction du village. Malgré cela, il continue sa marche. Même après sa défaite contre le roi des ténèbres, il tente de résister à ses pensées sombres et place son espoir en Aram. Il a également demandé à Cain d'aider Aram si quelque chose lui arrivait. La scène s'arrête et Aram se demande ce qui s'est passé. Balthazari apparaît et dit qu'il est heureux de le revoir. Aram demande comment il est capable de lui parler à l'intérieur de la chronique, et Balthazari répond qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Aram dit alors qu'il souhaite devenir plus fort pour vaincre Yuri et le ramener. Il veut vous aider à retrouver votre chemin. Balthazari comprend le souhait d'Aram et, grâce à sa magie, le transporte au sommet d'une falaise. Aram apparaît à côté du passé Yuri, qui ne s'est pas encore transformé. Il s'accroche au bord de la falaise tout en tenant Yuri avec son autre main. Au-dessus d'eux, la version démoniaque de Yuri les regarde tous les deux avec son épée dégainée. Yuri d'aujourd'hui dit qu'ils devraient abandonner, qu'ils sont faibles et sans valeur. La version passée tente de se libérer, vaincue par le doute. Aram refuse d'écouter et jette de force Yuri vers la version corrompue, le forçant à lui faire face. Aram remonte alors à son tour et prépare une attaque. Cette fois, il essaie de reproduire la cascade qu'il a vu Yuri réaliser dans son passé. Il charge en avant avec un coup perçant, enveloppé de lumière, et frappe la version démoniaque de Yuri, dissipant les ténèbres. À ce moment-là, une lumière intense commence à remplir le monde, et tout le monde entend la voix de Pirika disant qu'il reviendra lorsque tout le monde retrouvera la lumière de l'espoir. Avec cela, tout le monde est ramené hors du livre et réapparaît dans la bibliothèque. Yuri et l'armée noire ne sont plus là, et Rafalgar semble être gravement blessé. Vandal apparaît avec la chronique d'Elydra en main et montre qu'elle aussi a été corrompue par les ténèbres. Après avoir obtenu leur réponse, Funa et Aram retournent au bateau et commencent à ramer vers le continent pour continuer leur voyage. Ailleurs, Juliana se prépare à rencontrer Shuza et son armée, mais sur son chemin, elle est confrontée à deux membres des 9 territoires du feu, Haruaki et Tuka. Ils demandent votre aide pour vaincre Shuza. Ils disent que s'il décide de rejoindre le roi des ténèbres, ils ne lui permettront pas de continuer à régner et proposent de former une alliance avec elle en tant que reine sainte. Inspirés par les paroles de Pirika, Aram et Funa continuent leur voyage vers l'oasis du désert appelé Lago de Hareya. Là, ils parlent à la reine de l'oasis, Eshina, et lui parlent de Balthazari et du conseil qu'elle a donné à Yuri concernant la visite de l'endroit, car un nouveau dragon gardien y apparaîtra bientôt. En entendant cela, la reine demande à son assistante, Farah, de lui apporter une ancienne tablette trouvée dans le sanctuaire après la défaite du dernier dragon. Le contenu semble être une mélodie et Eshina commente qu'elle a toujours rêvé que la légendaire fée de la forêt et chanteuse Muse puisse l'interpréter. Elle ordonne alors à Farah d'aller chercher la fée, et Funa propose de l'accompagner. À ce moment-là, l'un des soldats entre et rapporte qu'une armée massive de 10 000 hommes, portant les drapeaux des 9 territoires, s'approche. Aram croit qu'il s'agit de Shuza et dit qu'il va rejoindre la bataille, mais le soldat l'informe qu'une autre armée de la même taille, dirigée par Juliana, est déjà sur le terrain. Eshina envoie son conseiller, Khalifa, comme messager neutre depuis le désert. Il informe les deux parties que s'ils se battent là-bas, ils subiront de graves conséquences, surtout maintenant que le roi des ténèbres menace le monde. Il estime que ni la Sainte Reine ni les dirigeants des 9 territoires ne seraient assez fous pour poursuivre cette confrontation. Khalifa propose d'organiser une rencontre entre les deux armées. Il leur demande d'amener chacun une centaine de soldats et les ramène à la nation. Là, il rencontre Juliana et la félicite pour son couronnement. Puis Aram se présente et la salue. Elle lui demande ce qu'il fait là, et il répond qu'il cherche Yuri, dans le but de le ramener. Il se tourne ensuite vers Shuza avec un regard déterminé. La réunion commence et Shuza entame des négociations exigeant que Juliana abdique le commandement de la Sainte Armée, car il la considère indigne de la diriger. Il la raille en lui disant que son ancien chef, Yuri, a trahi sa cause, et mentionne même que l'un de ses gardes personnels est devenu un démon. La situation commence à peser du côté de Juliana, jusqu'à ce qu'un messager entre et l'informe que l'armée est attaquée par l'armée noire. Cette fois, les ennemis sont Virona, Barki et Olzada, accompagné de milliers de soldats morts-vivants. Shuza, excité par le combat, avance en brandissant son épée. Olzada répond par des attaques, se démembrant en plusieurs morceaux et invoquant des golems de terre tout en attaquant Shuza avec des lames magiques. Au même moment, Juliana affronte Barki, qui lance une attaque directe contre elle. Il la provoque avec des mots cruels, lui disant qu'elle est pathétique et qu'elle a échoué en tant que commandant. Ils échangent des coups et, à un moment donné, il la renverse avec une attaque puissante. Il tente de l'achever, mais un slow apparaît et bloque le coup, disant à Juliana qu'il s'occupera de Barki et qu'elle doit continuer à affronter Shuza. Pendant ce temps, Aram se bat aux côtés de Khalifa, qui l'avertit de surveiller de près les mouvements de Shuza et Juliana, car ils sont comme l'huile et l'eau, et peuvent essayer de se suicider au milieu du chaos. Shuza continue son combat contre Olzada, mais Yoshitsugu intervient et prend le relais de la confrontation. Juliana essaie de l'attaquer par derrière, mais il bloque et riposte. Les deux s'affrontent à nouveau avec toute leur force, augmentant leur puissance avec du mana. Juliana parvient à lancer un coup qui le repousse,
mais Shusa répond par une explosion d'énergie sombre. Elle contre-attaque avec une vague de sa propre énergie, et ils se retrouvent tous les deux face à face dans un autre duel à l'épée. Alors que la bataille continue, l'intensité entre Juliana et Shusa augmente et toutes deux commencent à être consumées par les ténèbres. Observant de loin, Adirinus rit de la situation, considérant son travail facile alors qu'il regarde les chefs ennemis s'entre-détruire. Cependant, Aram intervient avec un coup ferme et leur ordonne de cesser immédiatement le combat. À ce moment-là, Muse commence sa chanson dans la ville et la mélodie touche le cœur de Furball, qui l'écoute avec les yeux larmoyants. Aram réprimande les deux chefs, disant qu'ils sont sur le point d'être consumés par le même mal qu'ils essaient tous de combattre, et les supplie de ne pas gaspiller leurs forces dans des batailles insensées. Agacé par son interférence, Adirinus, qui souhaitait voir ses adversaires s'entre-détruire et devenir des démons sous son contrôle, ordonne à Olzada de s'avancer pour attaquer. Pendant ce temps, Aram provoque Barky pendant le combat et parvient à le désarmer avec l'aide de Juliana. Sur le point d'être frappé, Aram libère une puissante explosion de mana, repoussant ses ennemis avec une vague d'énergie intense. Alors que Muse atteint son apogée, Furball se transforme en tornade blanche et, au milieu du tourbillon, libère une épée légendaire de classe rouge. L'arme, entourée de flammes, possède le pouvoir de traverser les ténèbres elles-mêmes. Aram brandit son épée et déclenche une attaque enflammée sur Olzada, qui est incinérée par l'impact. Le coup touche également Barky, qui parvient à résister partiellement en détournant le regard de la lame. La tornade se dissipe et Furball reprend sa véritable forme de dragon gardien colossal. À ce moment-là, le champ de bataille est frappé par des boules de feu venues du ciel, marquant l'arrivée des disciples des Trois Sages. Avec l'avantage du changement de camp dans la bataille, Adirinus décide de battre en retraite et ordonne à Barky de la suivre. Une fois qu'ils ont disparu, Aram s'approche de Shusa et exige qu'il lui rende la chronique de la chaîne, car il n'en est pas digne. La chronique commence à briller intensément jusqu'à devenir complètement blanche. Elle flotte alors dans les mains d'Aram, qui la reçoit fermement. Shusa reconnaît le résultat et accepte sa défaite. Les disciples s'approchent alors de Muse et l'invitent à accompagner le groupe, expliquant qu'ils ont besoin de son aide pour activer un ancien artefact. Aram demande officiellement à Juliana de mettre ses forces à la disposition de l'armée de suppression du Roi Noir. Ils invitent également Shusa à les rejoindre, mais il refuse et déclare qu'il suivra son propre chemin, partant avec ses hommes. L'élément sombre étant concentré depuis suffisamment longtemps, le roi des ténèbres libère enfin son nouveau groupe de soldats renforcés, les guerriers à barque, dans le but de conquérir le monde une fois pour toutes. Pendant ce temps, Aram et Funa montent sur Furball, désormais sous sa forme de dragon, et voyagent aux côtés des disciples et de Muse vers la tour des sages. En chemin, ils observent les cicatrices laissées par l'avancée du roi des ténèbres, terre corrompue, village en ruine et champ plongé dans un silence obscur. Face à cette destruction, chacun renouvelle ses vœux de le vaincre définitivement. Lorsqu'ils atteignent la tour, ils voient un avion gigantesque atterrir au sommet. Il s'agit de l'ancien artefact trouvé dans le passage du labyrinthe, une merveille de magie et de technologie. Les esprits du feu et de la terre les accueillent à bord, révélant qu'il s'agit de la pièce maîtresse du plan visant à envahir le château de l'ennemi. Après l'atterrissage, ils rencontrent les trois rois mages, qui leur expliquent soigneusement le plan. On demande à Muse de chanter pour tester le mécanisme capable de franchir la barrière des ténèbres autour de la forteresse du roi des ténèbres. Aram lui demande si elle chantera pendant la bataille, à l'extérieur, mais Melchior révèle que le plan est plus audacieux. Il explique que le vaisseau magique est équipé d'un système de téléportation instantanée qui peut les emmener directement à l'intérieur de la forteresse. À bord se trouveront des troupes d'élite. Avec la chanson de Muse activant l'artefact de l'intérieur, il sera possible de briser la barrière protectrice et d'ouvrir la voie à l'avancée des forces alliées, lançant ainsi une attaque surprise au cœur du domaine du roi des ténèbres. Avec la poussée finale de l'attaque d'Aram, l'énergie de la rune magique se stabilise et le moteur de l'ancien dirigeable répond par un rugissement retentissant. Le vase sacré prend vie, s'élevant des champs de la tour des sages au milieu du chaos de la bataille. En elle, les esprits du feu canalisent leurs forces pour soutenir le vol, tandis que Dilma envoie un message direct à Juliana, c'est le moment. L'armée de la Sainte Reine doit avancer immédiatement, vers le cœur des ténèbres. Au-dessus, le ciel semble se diviser en deux alors que l'avion déchire l'air et entre dans le champ de téléportation. En un clin d'œil, le monde change autour de vous. Le navire apparaît dans le ciel au-dessus de la forteresse du roi des ténèbres, entouré d'épais nuages de mana corrompu et d'une présence oppressante qui semble alourdir l'âme de chaque passager. Mais avant qu'ils puissent terminer leur mission, Burkar s'infiltre dans le vaisseau et lance une attaque perfide. Sa lame, désormais fusionnée avec l'essence de l'abîme, traverse la coque du navire et frappe le noyau magique du moteur. Une explosion secoue le pont. Funa est frappée par l'onde de choc et, inconsciente, est emmenée par son ancien allié, désormais corrompu. Aram tente de l'arrêter, mais il est projeté contre les parois de l'avion en feu. L'impact avec les montagnes voisines est inévitable. Le navire entre en collision avec de violentes fissures de pierre et de feu, mais grâce à la protection de Furball, les occupants survivent. Pourtant,
le navire est détruit et le crash laisse tout le monde blessé et loin de sa destination. Alors qu'ils se rassemblent au milieu des décombres, Aram appelle Funa, mais elle n'est plus là. Il serre le poing en silence, le regard fixe, pas de larmes, juste de la détermination. À l'extérieur, Juliana et Ishina conduisent leurs armées jusqu'au bord du champ ombragé entourant le château. Des soldats de différentes nations, races et histoires marchent désormais sous un même drapeau, attendant le moment où la barrière tombera. Juliana lève les yeux vers le ciel et ressent la vibration magique de l'avion lointain. Elle sait que la mission d'Aram est en cours, même sans avoir de ses nouvelles. L'obscurité s'accumule, comme si elle pressentait l'arrivée de la confrontation finale. À l'intérieur des murs, Funa se réveille, enchaînée devant le trône du roi des ténèbres. Burkar se tient silencieusement à ses côtés, comme un chien de garde aveuglé par les ombres. Et sur le trône, enveloppé de chaînes de mana noire, se trouve Yuri, le héros déchu, qui est désormais appelé le Seigneur des Abysses, et à ce moment-là, Yuri regarde son ancien compagnon comme si son âme cherchait toujours quelque chose qu'il ne peut pas nommer. Et ainsi, avec le monde au bord de l'effondrement et les alliés divisés entre les champs de bataille et les couloirs du château, le destin de la lumière et des ténèbres se dirige vers son issue inévitable. Mais il voit alors le navire s'écraser contre la barrière et commence à se demander si le plan a échoué. À l'intérieur, Aram et ses alliés affrontent l'armée noire. Aram confie à Furball la responsabilité de protéger Muse. La créature l'emmène vers l'ancien artefact et lui permet de chanter la chanson. Avec cela, la barrière de l'élément sombre commence à se dissiper. Face à cela, les forces alliées avancent et commencent le combat contre l'armée noire. Une fois de plus, le destin du monde repose sur leurs épaules, alors qu'ils se tiennent devant le château du roi des ténèbres, prêts à lui prendre la tête. Pendant que cela se passe à l'extérieur, Burkar emmène Funa à l'intérieur du château. Yuri l'immobilise avec de la magie et lui prend la moitié restante de la chronique de la chaîne, qu'il livre au roi des ténèbres. Le roi des ténèbres appelle Pyrrhika et déclare qu'il éteindra sa lumière à tout prix. Il corrompt ensuite la moitié lumineuse du livre avec sa magie noire. En réunissant les deux parties, il transforme l'ensemble du volume en une version corrompue et commence son plan pour plonger le monde dans les ténèbres. Pendant ce temps, Aram avance aux côtés des 4 disciples et traverse les rangs des soldats morts-vivants de l'armée noire. Un golem de terre apparaît pour les arrêter, mais Velnar le détruit avec un puissant sort de feu. Il bloque le passage avec des décombres et empêche les monstres de poursuivre Aram. Velnar lui ordonne de continuer et d'aller sauver Yuri, tout en tenant la ligne de front avec les autres disciples. Aram s'avance et le roi des ténèbres se tourne vers Yuri. Il dit que Yuri sait déjà quoi faire avec ce garçon ennuyeux et le laisse gérer la situation. Dehors, Juliana quitte la ligne de front et les forces alliées continuent de vaincre l'armée noire. La situation semble sous contrôle jusqu'à ce qu'Arina apparaisse sur le champ de bataille. Elle invoque des soldats morts-vivants encore plus puissants pour renverser le cours du combat. Unslo décide de l'affronter dans un duel direct, tandis que Juliana affronte à nouveau Burkar. Burkar utilise sa magie de la terre et élève une colonne du sol, la façonnant en une arène autour de l'arène. Il demande si la couronne pèse tellement qu'elle ne peut même pas tenir debout. Juliana répond oui. Elle admet qu'elle n'a jamais été faite pour cela, mais dit que dans les circonstances, elle fera de son mieux pour mettre fin à la guerre. Elle concentre son mana dans son épée et se prépare à se battre. Burkar fond sur elle avec sa lame et la pousse contre le mur, enfonçant son épée dans son flanc. Il lui tient la main et lui demande si elle essaie de fuir sa véritable responsabilité. Juliana pose sa main sur son visage et dit qu'elle ne s'enfuit pas. Elle affirme qu'à ce moment-là, elle est face à sa responsabilité, qui est la sienne. Sentant le poids de ses mots, Burkar la repousse à travers le mur, la jetant au sol. Elle parvient à retrouver son calme dans les airs et évite de tomber. À ce moment-là, l'insigne de la garde royale de Burkar tombe de sa poche. Il le ramasse et commence à se souvenir du jour où il est devenu chevalier et a juré de protéger la princesse. Il regarde maintenant Juliana, debout devant lui comme une reine forte et déterminée, prête à le libérer de son tourment. Entouré de cette lumière, Burkar reste immobile. Juliana concentre son coup et transperce son corps de toute sa force. Son corps tombe parmi les soldats de la Sainte Armée. Juliana descend et recouvre le corps avec le drapeau sacré, lui permettant de se reposer comme l'un des siens. À l'intérieur du château, le roi des ténèbres imprègne la chronique de la chaîne de plus de magie noire, faisant trembler tout le château. La zone environnante se remplit d'énergie sombre et les soldats morts-vivants reçoivent un regain de puissance. Ils contre-attaquent les forces alliées et un éclair de magie noire frappe Muse. Avec sa chute, la barrière élémentaire des ténèbres commence à se former à nouveau. Juliana craint que sans Muse, ils perdent leur route de retraite. Les soldats morts-vivants envahissent la zone à l'intérieur de la barrière et submergent les forces alliées désormais piégées et en infériorité numérique. Fort de la magie du roi des ténèbres, ils vainquent les soldats avec facilité. Unslo commence également à perdre du terrain face à Irona. Elle demande pourquoi il se bat encore. Il répond qu'il se bat pour les liens d'amitié qu'il a construits. Irona se met en colère et décide d'attaquer Juliana. Son coup est sur le point de la frapper lorsque Shusa apparaît avec son armée. Il protège Juliana avec une puissante attaque de sa lame énergétique. Pendant ce temps, Aram entre dans la salle principale et affronte Yuri sous sa forme démoniaque. Yuri saute et attaque avec son énorme épée. Aram bloque avec sa propre lame et commence à riposter avec des coups rapides. Pendant le combat,
Aram demande pourquoi Yuri a cédé à l'obscurité et exige une réponse pour l'avoir laissé derrière lui, même après lui avoir appris tant de leçons sur la confiance et l'amitié. Yuri répond qu'il a abandonné ce nom et s'appelle désormais Black Knight. Aram peut à peine cacher son dégoût face à ce titre sombre. Aram prétend qu'il comprend Yuri. Il reconnaît qu'en tant que héros, Yuri a porté les attentes de beaucoup. Lorsqu'il fut vaincu par le roi des ténèbres, il perdit confiance en lui-même, et ce fardeau grandit jusqu'à ce qu'il succombe aux ténèbres. Il dit ensuite à Yuri d'apprendre l'art secret de ne pas s'en soucier et déclare qu'il n'a pas besoin de répondre aux attentes de qui que ce soit. Il demande à Yuri ce qu'il veut vraiment. Yuri répond qu'il ne veut rien, alors il va agir selon son impulsion de tout détruire. Puis il charge en avant avec une attaque puissante. Il commence à faire pression sur Aram et dit que ses paroles manquent de poids et de détermination. Aram se souvient des paroles de Velnar sur la nécessité d'être prêt à tuer Yuri si nécessaire. Par respect pour cela, il décide d'utiliser toute sa force. Il tend la main et concentre du mana lumineux en lui, puis renforce son épée avec ce pouvoir. Il choisit d'utiliser le même mouvement qu'il a appris de Yuri et déclare que la prochaine attaque décidera de la bataille. Puis il avance. À l'extérieur, Furball invoque son arme magique et sauve Muse de la chute mortelle. Eludra intervient pour protéger l'ancien artefact des attaques et ordonne à Muse de continuer à chanter. Ce faisant, il restaure l'effet de soutien de Musel aux forces alliées en dissipant à nouveau la barrière de l'élément sombre. Shusa demande à Juliana où se trouve Aram et elle répond qu'il est entré dans le château pour s'occuper de Yuri. En voyant la situation, Arina commente que cela ne sert à rien, puisque celui qui devient un démon ne peut pas revenir à la normale. Shusa l'interrompt et déclare qu'Aram a eu le courage de lui faire face et que, par conséquent, rendre l'impossible possible ne devrait pas être hors de sa portée. Sinon, il ne servirait à rien de lui remettre la chronique de la chaîne. En entendant cela, Arina demande s'il est aussi un imbécile qui parle de lien et d'amitié. Elle invoque alors de petits projectiles du ciel contre les forces alliées. Shusa la surprend en sautant hors de la fumée et en la coupant avec sa lame. Il dit qu'il ne se soucie pas des discours des protagonistes et qu'il ne respecte que la vraie force. Arina se lève et lui tire plusieurs boules de feu, mais Shusa traverse les flammes et prétend qu'elle est faible. Il la frappe avec une puissante explosion d'énergie et l'élimine complètement. À l'intérieur du château, le roi des ténèbres décide de détruire le monde en corrompant complètement la chronique de la chaîne. Cependant, Funa active sa magie de sceau et invoque la chronique de la chaîne comme gardien. Il absorbe toute l'obscurité qui le corrompt. Son corps commence à pourrir à cause du noircissement progressif, tandis que le roi des ténèbres regarde et dit qu'il peut simplement corrompre à nouveau le livre avec plus d'éléments sombres. Pendant ce temps, Aram réfléchit que l'armure de Yuri est faite du même élément sombre qui constitue la barrière extérieure. Il croit que s'il peut le frapper avec du mana lumineux, il peut le briser de l'intérieur. Cependant, Yuri le frappe violemment contre le mur et prétend qu'il n'a pas besoin de son pouvoir blanc. Il s'apprête à l'achever, mais une flèche l'atteint au bras. Il se retourne et voit que ses anciens compagnons Cain, Mishida et Marina sont entrés dans la salle. Ils aident Aram à se relever et déclarent qu'ils sont venus pour ramener leur capitaine à la raison. Aram demande à Cain s'il va bien et Cain répond qu'il ne mourrait pas d'une blessure pareille. Il affirme que l'armée des volontaires a toujours combattu de cette manière. Si l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Il regarde ensuite Yuri et lui demande si ce n'est pas bien. Aram dit à Yuri qu'il n'est pas seul. Il charge ensuite son énergie lumineuse et partage son mana avec les autres membres du groupe. Il se prépare à exécuter une attaque conjointe. Cain commence à repousser Yuri, permettant à Mishida de le frapper avec ses flèches. Peu de temps après, Marina le piège à l'intérieur d'une sphère de guérison et finalement, Aram brise son armure avec du mana lumineux. Dans l'esprit de Yuri, on voit qu'il combat toujours son côté sombre. La confrontation continue, avec son côté obscur qui le nargue, jusqu'à ce que Yuri reçoive la lumière d'Aram. Avec cela, il parvient à surmonter l'obscurité en lui-même. Il charge son épée, court vers son homologue et la transperce d'un coup décisif, mettant fin à ses jours en tant que démon. Dehors, son armure se brise et il revient à sa forme originale. Peu de temps après, tout le monde se précipite vers la salle du trône, où il trouve le roi des ténèbres sur le point d'infuser à nouveau la chronique de la chaîne avec de la magie noire. Mishida commence l'attaque en tirant ses flèches. Cain et Aram la rejoignent avec leurs épées. Pendant ce temps, Yuri et Marina sauvent Funa et commencent à la guérir. Elle a l'opportunité de revoir Yuri. Au cours du combat, le roi des ténèbres réalise que le mana lumineux dans les mains d'Aram est la lumière d'Exida, un pouvoir capable de détruire n'importe quelle obscurité. Enragé, il tire une énorme vague d'énergie sombre qui frappe Cain et Mishida, les mettant hors combat. Le roi des ténèbres ouvre alors un portail, d'où il sort une énorme épée magique et commence à se téléporter sur le champ de bataille pour attaquer Yuri et Aram simultanément. La séquence rappelle l'un de ses films Dragon Ball Z. Yuri bloque l'attaque et déclare qu'il va le vaincre et mettre fin au noircissement une fois pour toutes. Aram lance une sphère de mana lumineux qui atteint l'épée de Yuri, lui permettant de couper le roi des ténèbres de face, tandis qu'Aram frappe son dos avec un autre coup. Une concentration dense d'éléments sombres commence à jaillir de ses blessures et le roi des ténèbres explose dans une immense vague d'énergie sombre. Lorsque l'aura se dissipe, il prend la forme d'un dragon noir. Le dragon commence à rassembler une énorme sphère d'énergie destructrice,
mais Furball saute pour l'arrêter avec un coup direct. Puis Furball l'attrape, s'envole dans le ciel, et Aram et Yuri le suivent sur leurs armes volantes enchantées. Les deux créatures vêlées commencent une intense bataille de rayons d'énergie et d'explosions de feu dans le ciel, tandis que les héros décident de leur apporter leur soutien. Aram se jette sur lui, le distrayant comme un insecte d'été embêtant, tandis que Yuri s'écrase sur son visage et lui poignarde un œil avec son épée. Le dragon noir le jette, mais Aram arrive à temps pour le sauver. Suspendus dans les airs, Aram et Yuri deviennent des cibles faciles. Le dragon sent l'opportunité et commence à charger une attaque capable de les éliminer tous les deux. Furball intervient à nouveau avec un coup direct et le traîne au sol. Ils entrent en collision violemment et Furball revient à sa forme originale. Aram descend pour le sauver. Le dragon, désormais enragé, active une nouvelle transformation. Il devient une figure hybride, mi-humain, mi-dragon. Il concentre une puissante énergie sombre et tire un rayon sur Yuri, mais Aram le bloque avec son arme lumineuse et avance contre l'attaque. Aram transfère l'énergie lumineuse à Yuri, le protégeant et l'empêchant d'être vaincu comme lors du premier combat contre le roi des ténèbres. Ensemble, ils synchronisent leur mana et décident de mettre fin au combat avec la double attaque spéciale de Yuri. Ils traversent les ténèbres invoquées par le roi des ténèbres et parviennent à le frapper avec le pouvoir de la lumière, éliminant tout l'élément sombre en lui. Le roi des ténèbres reprend sa forme humaine et s'effondre au sol. Aram et Yuri se tournent vers Funa, qui souffre à cause du noircissement progressif de son corps. L'homme autrefois connu sous le nom de roi des ténèbres se lève, invoque la chronique de la chaîne comme gardien et offre sa propre force vitale pour purifier Funa. Une fois le rituel terminé, l'espoir revient dans le cœur de chacun et, comme promis, Perika se manifeste dans le monde et retrouve ses compagnons. Avec la chute du roi des ténèbres et la restauration de la chronique de la chaîne à sa forme originale, les ténèbres autour du monde commencent à s'estomper. Tous les soldats morts-vivants se dissipent et la paix revient sur les terres. Juliana lève son épée et déclare la victoire, mettant fin à la guerre. Dans les derniers instants, le père de Funa lui demande de restaurer le monde qu'il a lui-même détruit, en utilisant le véritable pouvoir de la chronique de la chaîne. Enfin, nous voyons les héros se lancer dans un nouveau voyage à travers la mer. Ainsi se termine la première saison de Chain Chronicle.